Mesdames, Messieurs, vous me permettrez de dire toute ma gratitude aux organisateurs de Régiotique et Optique pour l'honneur qu'ils nous font de nous convier à cette première matinée du numérique pour vous entretenir de quelques aspects de la législation, de la réglementation sur les partenariats publics-privés dans le secteur des TIC notamment. Je trouve qu'il y a eu un effort soutenu ces dernières années avec l'appui du BOS, de l'APIX, qui a débouché sur les textes que nous avons aujourd'hui. Toutes les réformes de 2014, notamment 2015, dans le cadre des marchés publics et des partenariats publics-privés. Mais surtout, vous féliciter pour le portail que vous avez ouvert consacré à la boîte à outils PPP. Ça doit faire tache d'huile dans tous les secteurs au Sénégal. Vous savez que dans les pays dits développés ou industrialisés, il n'y a pas un seul texte de loi que l'on adopte qui ne fasse pas l'objet d'une communication sous cette forme. Parce que le droit est rébarbatif. Personne ne peut aller lire des textes. Même les juristes ne lisent pas les textes. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils les lisent. Que dire du citoyen lambda? Vous avez beau lui dire, nous avons de nouveaux textes, mais ils ne vont pas les consulter. Donc il faut rendre le droit intelligible, accessible. Parce que dès qu'on comprend, il n'y a plus de raison à faire dans la pédanterie, citer des articles, des alinéas. Ça ne veut rien dire. Et même quand vous discutez avec des juristes qui vous servent ces manières de présenter, vous devez vous en méfier. Parce que ce n'est que de l'imposture. C'est une manière de vous dire, mais c'est notre affaire à nous. Ça ne vous regarde pas. Alors que le droit, il appartient à ses destinataires. Donc c'est là où je voudrais commencer en vous rappelant une règle toute simple qui a été énoncée en 1804 en France par l'un des principaux rédacteurs du Code civil de Napoléon, qui s'appelait Étienne Portalis. Portalis est très connu dans le milieu des juristes. C'était un brillant avocat et spécialiste dans la légistique, l'élaboration des textes de loi. Donc Napoléon l'avait repéré et lui avait confié la mission d'élaborer les textes. Aujourd'hui, s'il y a des ministères représentés autour de la table, ils peuvent en attester. Ça n'a jamais été aussi difficile pour vous, dans l'administration publique, que de rédiger des termes de référence. C'est leur casse-tête. Termes de référence, c'est quoi? Dire ce que vous voulez. Vous ne pouvez même pas dire ce que vous voulez. Ça montre que le monde a changé. Avant, on vous dit telle chose, vous êtes dans vos éléments, vous sortez immédiatement. On vous le dit à 8h, 11h, c'est prêt. Mais aujourd'hui, vous voyez des établissements, des organisations, collectivités locales, administration centrale, qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans pour des termes de référence. Quand ils finissent, ils vont même recruter des consultants pour leur faire des termes de référence. Mais quand on ne peut pas dire ce que l'on veut, il faut être très humble. Et c'est dans ce cadre-là qu'on dit, mais bienvenue les offres spontanées. Même lorsque moi, je n'ai pas d'initiative, vous qui êtes dans le secteur et qui connaissez mieux et qui avez plus d'argent que moi en plus, dites-moi comment on fait. Vous venez avec donc votre offre spontanée, pas d'appel d'offres, rien, voilà. Vous dites, voilà mon offre, on négocie, on discute, on se contente d'une étude d'évaluation préalable que votre vis-à-vis ne peut pas évaluer. C'est ça la réalité. Parce que vous-même, vous avez fait très vite, on vous fait confiance, c'est vous qui savez. Vous venez, vous mettez sur la table. Celui qui ne peut pas écrire des termes de référence, celui qui ne peut pas faire une étude, vous lui donnez quelque chose, il sauve la face. Il fait semblant d'examiner, demander quelques informations à gauche ou à droite pour éclairer sa lanterne et vous dit
allez-y, je vous ai donné le OK. C'est tout ce qui reste à l'État aujourd'hui. Un peu caricatural, mais ce n'est pas faux. Nous sommes dans le secteur, on voit à travers le monde, ce n'est pas seulement au Sénégal, que souvent ça se passe de cette façon-là. Si aujourd'hui, comme vient de le dire tout à l'heure le directeur des PPP, il dit la perception des acteurs nous intéresse. C'est lui qui l'a dit. Ça nous intéresse et nous sommes disposés à changer, à améliorer quand on nous dit quelque chose de pertinent. En substance, c'est ce qu'il vient de dire. Mais moi, je veux vous dire, en tant que juriste, que ce qu'il vient de vous dire, ce n'est pas une faveur. C'est sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est la responsabilité sociétale qui gouverne l'intervention des pouvoirs publics et privés et des individus. C'est quoi la responsabilité sociétale? C'est la responsabilité quant à l'impact des décisions et actes que les décideurs posent. L'impact, pas l'effet. Aujourd'hui, vous êtes au boss, au ministère, vous pouvez aller à la retraite dans 30 ans, 40 ans si vous le souhaitez, même après la fonction publique, travailler comme expert. Mais donc, après 40 ans, on peut dans 50 ans dire, Monsieur Fall, c'est vous le responsable de la dislocation du tissu économique du Sénégal par la réglementation que vous avez cautionnée en 2014 et 2015. Donc, il faut tenir compte de la perception des acteurs. La responsabilité sociétale impose l'implication des parties prenantes et le dialogue avec elles. Ce qu'on est en train de faire est une obligation et relève de notre responsabilité, nous tous. Donc on est obligé d'en tenir compte. C'est sur cette base que je vais me fonder pour apprécier la pertinence, la cohérence et la qualité du cadre réglementaire des PPP pour ce qui concerne aujourd'hui la participation du secteur des TIC, du secteur privé des TIC au Sénégal. Pour le faire, on a besoin aujourd'hui pas de droit, on a besoin d'intelligence juridique. Et l'intelligence juridique n'est pas l'apanage des juristes, c'est l'apanage des destinataires de la loi. Toute personne qui a du bon sens, tout individu doué de raison, comme le définit la Déclaration universelle des droits de l'homme, les individus, nous tous, c'est ça ce qui nous caractérise. On est doué de raison. Et quand on est doué de raison, on est tous égaux devant la loi, en droit et en dignité. Donc, c'est notre intelligence juridique que j'invite au débat. Je ne suis pas là pour faire de l'idéologie ou du juridisme. Ça ne sert à rien. Je vais juste utiliser des arguments de bon sens que je vais vous présenter pour savoir si ces lois sont faites pour nous ou si c'est nous qui sommes faits pour ces lois. Pour cela, comme j'ai dit, pensez toujours, est-ce pertinent, est-ce cohérent? Je donne des exemples, est-ce de qualité? On dit par exemple, le Sénégal veut attirer les investissements privés directs. Le Sénégal veut promouvoir ses PME. Tout ça, c'est dans nos différentes lois, lettres de politique sectorielle, chartes PME, etc. À des PME, tout le monde sait. Mais est-ce qu'au même moment, je peux comprendre qu'il y ait un texte de loi qui étouffe les PME? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Sur le plan de la qualité des textes, aujourd'hui les textes en économie sont de plus en plus difficiles à rédiger parce que l'environnement est très évolutif et les phénomènes sont de plus en plus complexes. On parle d'une offre spontanée dont le montant plancher est fixé à 50 milliards. Mais, y compris pour les investissements matériels qui sont soulevés dans le texte. Mais, on se dit, qualité rédactionnelle des textes. Dans un pays qui se respecte, où la légistique a droit de citer, on vous dit, messieurs des pouvoirs publics, mesdames, donnez-nous l'étude qui vous a servi de base à la fixation de ce montant plancher.
Si on voit l'étude, on discute de sa pertinence. Peut-être qu'on ira jusqu'à disqualifier l'expert ou disqualifier la direction qui a procédé à l'évaluation, ou qui a entériné la décision finale. S'il n'y a pas d'étude sur la table, on dira que c'est une fixation arbitraire. C'est du bon sens, non? Qu'on nous le dise. Si l'étude est là, qu'on nous la montre et on l'évaluera. S'il n'y a pas d'étude, on dira que c'est arbitraire. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi, je vous conditionne un peu par rapport aux enjeux et aux défis avant d'arriver à la démonstration. Aujourd'hui, on veut améliorer le climat des investissements au Sénégal. On l'entend tellement que même les élèves, les lycéens, lycéennes connaissent ces expressions-là. Comme on nous a un peu tympanisé avec l'émergence, là aujourd'hui, quand vous voulez faire bien, il faut employer l'expression émergence. Peut-être même ça, c'est un déjeuner émergent, peut-être. Donc, et là, vous avez la possibilité de tout faire passer. En tout cas, si on veut améliorer le climat des investissements, il nous faut de la transparence. Il n'y a pas d'environnement de classe internationale sans transparence. Il n'y a pas de bon climat des investissements sans bonne gouvernance. Mais il n'y a pas non plus de bon climat des affaires sans la régulation de ce que l'on appelle les flux financiers illicites. Flux financiers illicites. Pourquoi je vous fais cette référence maintenant? Et ça à l'esprit quand on va examiner les 50 milliards. Et aujourd'hui, vous savez, c'est parce que le Sénégal n'a pas suffisamment réglementé les flux financiers illicites qu'on parle au Sénégal, sous le contrôle des journalistes, de la traque des biens présumés mal acquis. C'est une expression qui n'a pas de sens dans un environnement où l'on est conforme et qu'on organise les flux financiers illicites. Tout ce qui se passe au Sénégal, c'est des FFI. Mais comme on ne les connaît pas dans l'administration, on parle de traque des biens mal acquis. On parle d'enrichissement illicite. Vous voyez que nous sommes les seuls pays du monde, avec le Burundi qui nous a copié à peu près, pour parler de l'enrichissement illicite. C'est un non-sens. Les pays n'en parlent pas parce qu'ils ont le blanchiment de capitaux et les flux financiers illicites. C'est ça le cadre rationnel de la bonne gouvernance. Mais comme ça peut être un autre débat plus tard, avec peut-être d'autres réseaux de journalistes. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un lien avec les FFI. Aujourd'hui, ce que nous cherchons le plus, c'est de voir comment garantir la participation des entreprises, toutes les entreprises, y compris les plus vulnérables, les PME, comment garantir leur participation avec les PPP. Voilà la démarche que je vous suggère. Je vais procéder tout simplement à l'évaluation du cadre légal réglementaire, notamment pour ce qui concerne les offres spontanées, c'est la thématique du petit-déj, et voir dans quelle mesure, comme la Banque mondiale vous pose la question, je vous la pose et je vous dis comment je leur réponds. Dans quelle mesure le cadre réglementaire des PPP est un obstacle à la participation des entreprises au PPP, mais en mettant le focus sur l'offre spontanée. Vous savez, si vous avez un verre de lait, de jus ou d'eau et que vous avez envie de le boire, une mouche, une fourmi, n'importe quelle chose peut gâter l'intégralité de ce que vous avez. La loi sur les PPP est bonne. Le cadre réglementaire est bon. Mais vous avez cette tâche-là sur l'offre spontanée qui compromet toute la qualité de votre texte. Ne le prenez pas à la légère. Si vous avez juste un décret à modifier, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Le rapport Banque mondiale va sortir 2017. Vous allez être fâché avec tous les efforts que vous avancez, ça et là, en disant voilà, on va gagner encore quelques points. Vous allez sortir, vous n'évoluez pas beaucoup, vous êtes fâché en disant mais c'est pas normal.
Chaque fois, malgré tous les efforts, les gens ne sont pas tout à fait transparents. Peut-être ils sont contre le Sénégal. Il n'y a aucun complot. C'est parce qu'il y a des pondérations internes que vous banalisez et qui sont extrêmement importants au plan international. Si vous le faites d'ici 2017, le rapport sort, on dit mais le Sénégal, avant même qu'on lui fasse une recommandation ou bien une conditionnalité, avant qu'on en arrive là, ils ont déjà rectifié le tir. Sinon, c'est en 2017, 2018, on leur fait des conditionnalités, 2019, ils refont les études, 2020, ils corrigent le texte. On n'a pas ce temps à perdre. Il faut vraiment y aller vite et c'est tout à fait possible. Pour l'évaluer, je vous partage 5 critères. Je vous les énumère d'abord et on va suivre. Je n'ai pas voulu faire de présentation parce que je veux que ce soit beaucoup plus proche des participants. Le montant plancher, je vais l'évaluer. J'évalue le montant plancher. J'évalue, puisqu'on raisonne TIC, la question de la souveraineté numérique comme critère d'appréciation de la pertinence de votre loi. Souveraineté numérique. Troisième critère, le critère de la participation des PME. Quatrième critère, le critère de la transparence. Et cinquième critère, le critère tiré de la politique publique du Sénégal en matière d'investissement, en matière de promotion des PME, politique publique. Donc, montant plancher, souveraineté numérique, participation des PME, transparence, politique publique. On va prendre les mêmes critères et on va les examiner en 2 temps. Le premier temps de l'analyse, c'est de regarder les limites et les contraintes pour chaque critère. Et le deuxième temps, on va formuler des recommandations, c'est-à-dire le problème et la solution, autrement dit. Je prends 5 critères, je passe en revue les problèmes liés à chaque critère et je donne des pistes de solution pour chaque critère. À partir de là, si on veut modifier le texte demain, on peut le faire. Si on est d'accord sur des pistes de solution. Allons-y alors, avec votre permission, limites et contraintes, 5 critères, 5 doigts de la main. En psychopédagogie, voilà. Si vous avez les 5, main droite, main gauche, vous pouvez les tenir comme ça et aller où vous voulez. C'est tout ce que l'on cherche. Le montant plancher. La loi nous parle d'une condition relative au montant plancher. C'est quoi le problème? Pour faire une offre spontanée, il faut 50 milliards, minimum. Nous, la question que l'on se pose, le secteur économique est diversifié. Il y a des marchés, des segments de marché et des sous-marchés dans chaque secteur. Problème. Est-ce qu'on peut avoir un montant uniforme pour un secteur pluriel? C'est ça la question. Montant unique, secteur pluriel. Est-ce qu'on ne devrait pas raisonner en termes de variabilité en fonction des secteurs considérés? On ne peut pas raisonner construction d'un aéroport, construction de routes, construction d'un hôpital, création d'un système d'information et qu'en sais-je encore, mise en place même d'un laboratoire de recherche et financement d'une chaire à l'université. Ça peut être un pipipi. Et ce sont ces occasions que l'on rate. Aujourd'hui, on pourrait voir Orange, la Socosim, les ICS financer des chaires de recherche à l'université. Pourquoi on ne le fait pas? C'est du pipipi. Est-ce qu'on ne devrait pas? Ça, je vous donne d'abord la variabilité. Mais l'autre question, est-ce qu'on ne devrait pas minorer le montant lorsque l'on prend en compte la spécificité de certains secteurs qui ne nécessitent pas autant d'investissement? Donc le plancher, sur quoi on s'est fondé pour le mettre aussi haut et pour le mettre unique et statique? Est-ce qu'il ne devrait pas être variable?
De sorte qu'on peut se retrouver avec des partenariats à 1 milliard, à 500 millions. Tout le monde n'est pas riche. Et tous les secteurs n'ont pas besoin d'autant de moyens. On peut régler des choses extraordinaires avec les PPP à l'échelle d'une collectivité locale, à l'échelle d'un État, sans avoir 50 milliards. 50 milliards, c'est... Voilà. Vous voyez, Securiport Sénégal a un PPP avec le Sénégal pour 15 ans, mais ça ne fait pas autant de milliards. Atos vient de gagner son marché pour le SIGIF. Ça ne fait même pas 10 milliards. Et ce sont des contrats très importants qui peuvent changer la face du pays. Et tous ces projets développés par Optique n'ont pas besoin d'autant d'argent. C'est comme si on était extrêmement riche en disant, mais écoute, moi je ne traite qu'avec les gens hyper riches dans tous les domaines. On va vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous développer ou pas? Moi je veux nourrir, je veux faire un petit déjeuner ici. Je dis, écoutez, pour le petit déjeuner, on ne l'organisera que si on a un hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles de luxe. S'il n'y en a pas, on ne fait pas de petit déj. On va vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez débattre? Ou vous voulez tout simplement, comme les Camara et les Silla, juste, voilà quoi. Non. Donc, il y a une question qui se pose. Mais dès que vous avez un montant unique, la question qui se pose, toujours le questionnement, c'est que vous semblez dire le droit commun, les appels d'offres, c'est pour les pauvres, l'offre spontanée, c'est pour les riches. Ça a un nom, un droit. Ça s'appelle discrimination. Il n'y a pas d'égalité de traitement. Vous dites les riches, vous débarquez à Dakar, vous allez voir directement messieurs des PPP ou les différentes administrations. Écoutez, moi je viens avec une offre spontanée, 50 milliards, 60 milliards, on discute, et moi je n'ai pas besoin de me fatiguer davantage. Mais quand on est pauvre, et c'est très relatif, 45 milliards, on est pauvre. Hein? 40 milliards, on est pauvre. Bien, on n'a pas droit à l'offre spontanée. Allez compétir. Nous, on parle aux gens qui payent l'ISF. Voilà, très haut. Donc, le droit commun, c'est pour les PME. Et la préférence, c'est pour les multinationales, les grands groupes, qu'on ne peut pas contrôler. Ça ressemble quelque part à une sorte de complexe sur le plan sociologique. On va dire, celui à qui vous ne pouvez même pas adresser des TDR, qui fait ses études, qui débarque avec son argent et qui vous impose sa loi. C'est à ce à quoi ça ressemble. Ça, c'est un problème. J'y reviendrai tout à l'heure, lors des solutions. Deuxième droit, c'est la souveraineté numérique. Parce que ce qu'on a fait au Sénégal, et les pouvoirs publics peuvent l'avoir oublié, à juste titre, c'est de n'avoir pas raisonné en termes de souveraineté numérique. Lorsqu'on raisonne TIC, on veut faire des PPP. Vous savez, au Sénégal, on a beaucoup de compatriotes sénégalais africains qui sont en France, aux États-Unis, et qui sont dans le secteur des TIC. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas gagner un marché en France en matière de dématérialisation si on n'a pas la nationalité française? Soyez le plus brillant des ingénieurs ou autres qui existent, comment ça s'appelle, dans le monde. Soyez le plus brillant, on ne vous recrutera pas si vous n'avez pas la nationalité française. Parce que c'est un enjeu de souveraineté numérique. La France n'acceptera pas, comme les États-Unis, que ce soit un privé immensément riche qui fasse les cartes d'identité ou les passeports, par exemple. Parce que c'est un enjeu de souveraineté. Quoi qu'on puisse dire, les données sont ailleurs. Quels que soient les engagements de confidentialité que vous ferez signer, les données, vous n'en avez pas la maîtrise. Donc, dans les secteurs de souveraineté numérique, dans la gestion des infrastructures critiques, les infrastructures essentielles, s'il y a PPP, est-ce qu'on doit raisonner seulement argent ou secteur privé national? C'est ça la question qui se pose.
c'est un problème de cybersécurité et de protection des données. Tous les pays qui se respectent pratiquent ce qu'on appelle le privilège de nationalité dans les secteurs de souveraineté numérique. Il dit débrouillez-vous. Si on n'a pas le choix et qu'on doit utiliser, comment dirais-je, l'expertise étrangère, le chef de file ne sera pas un étranger. Donc on fera tout pour que le projet soit porté par des nationaux qui pourront servir de tampon entre l'État et le secteur privé international. Et il y a des questions donc qui ne seront jamais traitées avec les partenaires extérieurs. Est-ce qu'on a tenu compte de cela? Même dans d'autres secteurs qui ne sont pas numériques, mais dans la souveraineté numérique, ça ne pardonne pas. Troisième droit, la participation des PME. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On promeut les PME et on perturbe le tissu économique national en neutralisant, en anesthésiant les petites et moyennes entreprises. Dans le secteur des TIC, c'est des PME, c'est des start-up qui n'ont que leur intelligence et leur créativité. Si vous les faites participer dans les PPP qui font 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais vous avez renforcé vos PME de façon durable. Imaginez une PME dans un PPP de 15 ans, 20 ans. C'est terminé. Elle a pris son envol. On ne peut pas avoir autant d'opportunités et leur dire, voilà, on est désolé, vous êtes trop petits. On est dans l'idéologie capitaliste américaine, big is better. Il faut être gros, sinon ce n'est pas la peine. Si vous êtes mince, gringalet, ce n'est pas la peine. Sahélien, voilà. Ce serait ça, voilà. Les Sahéliens n'ont pas de place dans le cadre de l'offre spontanée. Donc cela crée un effet d'éviction des PME. L'effet d'éviction se présente ainsi. On affaiblit les PME et on les met à mort. Regardez tout récemment, quand Atos a gagné son marché, il a recruté immédiatement 250 informaticiens et devient immédiatement la plus grosse boîte d'informatique dans le pays. Et ils ont dit que leur plan, c'est d'arriver à 1000. Mais après, qui va travailler ici dans le pays? On est à Atos ou on est dans la rue? C'est tout. Cela crée une subsidiarisation des PME par rapport aux multinationales et aux oligopoles. Si vous n'êtes pas dans ces catégories, ce n'est pas la peine, vous êtes dehors. Et du coup, les PME ne seront pas sélectionnées, surtout parce que les marchés sont aujourd'hui globaux. On va dire, on est dans la globalisation, la mondialisation, on a lancé un important projet, les multinationales débarquent et c'est terminé. Dès que vous voyez l'annonce parue dans un journal international à vocation mondiale, vous pouvez être dans le pays en disant, mais ça, pourtant, moi j'ai une appli, ça, je maîtrise ce secteur, mais c'est dommage. J'attends d'être contacté et quand on ne me contacte pas, je vais faire des pieds et des mains en train de donner des CV, des présentations pour dire, est-ce que vous pouvez m'englober dans votre réseau de sous-traitants? Et ce qui se passe et qui révolte, c'est que quand les PME sont réduites aux fonctions de sous-traitance, mais c'est elles qui réalisent le projet. Vous avez encore un élément de complexe. On aime les grands noms des grands cabinets qui ne sont point plus compétents que les entreprises de la place. Ce ne sont que des noms, des signatures. Regardez, je vous donne un exemple. Dans mon secteur, les cabinets d'avocats, ce qu'on appelle les cabinets anglo-saxons. Est-ce que vous savez que dans un cabinet d'affaires anglo-saxon, on peut avoir des actionnaires non avocats? Ce qui est une hérésie dans notre environnement. Une association d'avocats, une société civile professionnelle d'avocats, c'est des avocats. Eux, ils ont les services d'exercice libéral, des sociétés anonymes d'avocats qui lèvent des fonds
à coups de milliards, qui vont installer des immeubles à gauche et à droite, qui négocient offres spontanées à travers le monde et qui gagnent des marchés. Quatrième problème avec nos textes, c'est la transparence. Un problème de transparence. Vous dites, je veux recevoir les gens qui ont 50 milliards. Bienvenue les fraudeurs. Immédiatement, c'est la surfacturation. Si le projet coûte 40, vous dites au Sénégal, à 50, il n'y a rien. C'est l'offre spontanée. Mais vous gonflez les prix. Ceux qui sont en face de vous ne font pas l'évaluation. Ils n'ont pas une grille de prix, de tarifs. Si vous venez leur dire, mais vous ne savez pas que ce sont les tarifs, demandez à tous nos concurrents, même si vous le désirez. Mais ils sont tous ligués. C'est des ententes tacites, parce qu'ils se partagent les marchés. Donc vous allez croire que c'est vous qui êtes en déphasage, alors qu'ils sont en train de vous leurrer. On va tout faire pour atteindre le montant plancher. Et du coup, on exploite la faiblesse des États, leur ignorance du marché, leur compétence ou incompétence en montage de pipipi, surtout lorsqu'on est en période préélectorale. Vous avez envie de réaliser des choses concrètes pour dire aux citoyens, voilà, vous voyez, on a travaillé grâce à ce richissime qui nous a permis de faire telle ou telle route, de construire tel ou tel hôpital. Mais cette pression électorale, détrompez-vous, les investisseurs l'intègrent dans leur propre planning de financement. On va dire, vous savez, au Sénégal, c'est 2019. Si vous amenez 2018 un projet qui coûte 20 milliards, vous mettez 70 milliards en disant que vous allez le réaliser en 6 mois, ils vont dire oui, parce que ça va être inscrit au bilan du président qui cherche un second mandat. Ça passe. Parce qu'ils vous étudient, ils connaissent vos profils. Nous, les Américains, nous ont classés. Ils ont dit on est des gens qui appartiennent au profil psychologique des immédiatistes. Un immédiatiste, c'est quelqu'un qui est omnubilé par le profit immédiat. Donc, il ne regarde pas la sécurisation du marché. Il regarde juste, mais qu'est-ce que je gagne pour lui et pour le pays. Donc, quand le profit est immédiat, il signe. Et sociologiquement, c'est très défendable. Vous voyez au Sénégal, ce qui marche, hein, que ce soit à la LONASE ou dans les transferts d'argent, Théo Mithéo, Johnny Johnny, Khefripi, Tek Tegui. Quand on le fait, ça marche. Mais restez là à leur dire, prospective, voilà, à long terme, ils commencent à dormir. Politique publique, parfait. Politique publique, c'est la RSE. Il faut qu'on sache que le problème qui se pose à nous, c'est la marginalisation des PME dans une économie du savoir qui se veut inclusive. On les écarte. Mais en les écartant, il y a une autre facette de la responsabilité sociétale, c'est la responsabilité dans l'abandon de souveraineté qui exacerbe ce que l'on appelle aujourd'hui, dans les civilisations numériques, le risque de cybercolonisation. Parce que quand vous écartez vos PME, les multinationales vous dominent, vous êtes cybercolonisés dans le domaine numérique. Et le Sénat français avait fait faire une étude il y a quelques années sur les PPP, et une des leçons qu'ils ont tirées, c'était que les PPP étaient une bombe à retardement budgétaire. Parce qu'on croit qu'on ne dépense rien. C'est comme quand on achète, nous, les crédits immobiliers, vous payez 2 fois ou 3 fois le prix de l'immeuble. Parce que tout simplement, on vous dit, vous n'avez besoin de rien donner. Et c'est ce qui se passe avec les PPP. Donc, en 15-20 ans, vous payez 3 fois l'aéroport. Bon. Quelles recommandations? Deuxième, mais donc, c'est les recommandations ou les solutions.
Je vais aller vite parce qu'une question bien posée est à moitié résolue. Très bien. Le montant plancher, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un montant variable en fonction des segments de marché et des spécificités des métiers. Il y a une commission PPP, même le ministère peut sortir des arrêtés qu'il révise périodiquement. Chaque année, on dit voilà, comme les gens font avec les taux d'intérêt de la Banque centrale, on regarde. C'est quoi mon secteur actuellement? Quel est le montant? Mais avant cela, il faut une étude préalable avant la définition des seuils. Si l'étude existe, mettez-la à jour. Si elle n'existe pas, sachez qu'on va vous regarder comme des arbitraires. Souveraineté numérique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faut au moins consacrer la préférence nationale pour les secteurs de souveraineté. Aucun partenaire international ne vous le reprochera, parce que c'est ce qu'ils appliquent chez eux. C'est ce qu'ils appliquent chez eux. Comment on le règle? On le règle en disant que dans les secteurs de souveraineté, les PME nationales doivent être chefs de file, à défaut d'eux, ou bien être titulaires du marché, ce qu'on appelle les titulaires de premier rang. J'y reviendrai tout à l'heure dans la participation. Donc, ou sont chefs de file ou titulaires de premier rang du marché. Ça, quand vous le faites, vous avez réglé un problème. Mais eux, ils connaissent les partenaires étrangers, ils peuvent les amener. Et quand ils savent qu'ils sont chefs de file, ils gagneront de l'argent et ils vont prospérer. On n'est pas né pour demeurer PME. Toutes les multinationales étaient des PME. Mais nous, on encourage leur mortalité infantile. Pour la participation, si on s'oriente vers la promotion, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le cadre? C'est de dire, je vous fais un peu de benchmark à titre de rappel. En France, dans leur réglementation, l'ordonnance de 2004, le projet du PPP, avant qu'on ne vous l'attribue en tant que privé, on examine et on évalue la part réservée aux PME et aux artisans. Ils n'ont pas fixé de pourcentage. Mais si vous amenez un projet, offre spontanée, avec 20% pour les PME, l'autre amène 3%, c'est vous comprendre. Parce qu'ils veulent développer leur PME et les artisans. L'artisanat qui est exclu dans notre domaine. Vous voyez un peu ce que ça fait. Aujourd'hui, comment on fait? Dans la jurisprudence du Conseil d'État en France, quand on leur a dit, mais la place des PME, le juge administratif français a dit, cette part ne concerne pas la sous-traitance. Ça concerne la co-traitance. C'est des PME de premier rang. C'est comme ça qu'on les appelle. Une PME de premier rang, c'est une PME qui co-traite. Parce qu'ils disent que la sous-traitance, elle est inévitable, elle va se faire. Donc, dans votre projet, il faut dire PME de premier rang, sous-traitant. Et à partir de là, on examine. La mairie de Paris est arrivée dans ses PPP au taux de 47% pour les PME et artisans. Et aujourd'hui, elle est plébiscitée au plan mondial. Une manière de dire qui fait mieux. Chez nous, on doit pouvoir ou donner un pourcentage, si on veut développer certains secteurs, donner un pourcentage pour l'attribution et en faire une condition. Donc, pour les PME de premier rang et pour les PME sous-traitantes. Il y a également un autre axe pour les promouvoir, c'est mieux les appuyer en matière de garantie et d'études préalables. Parce que c'est là où le bas blesse. Parce que les études coûtent cher et elles manquent de garantie. Au Sénégal, il y a actuellement un projet de création d'une caisse des marchés dans le cadre de la caisse de consignation et des dépôts. Ça peut être une orientation à soutenir, que cette caisse puisse soutenir les PME, PMI qui veulent compétir dans les marchés et dans les partenariats. Il faut également encadrer les consortia. Parce que la PME de premier rang, elle peut être la PME titulaire elle-même ou le consortium de PME. Et les deux cas doivent être organisés dans le pays. Que l'on puisse dire, les PME de premier rang
lorsqu'elles ont une taille moyenne par exemple, peuvent compétir seules ou dans le cadre de consortiums. Vous avez également une autre question. Lorsqu'on implique des PME ou des artisans, c'est de faire en sorte que les contrats de PPP comportent des clauses de transfert de compétences et de know-how. C'est ce qu'il y a, ce qui se fait au plan international. Ce n'est pas normal qu'un investisseur étranger vienne au Sénégal, travaille, parte, sans rien donner, comme nous font les Chinois. Ils construisent, personne ne sait ce qu'ils font et ils s'en vont. Même pour des pièces détachées, on est obligé. Même pour la maintenance, on est obligé de recourir à eux. Donc ce sont des éléments qui renforcent la qualité dans un texte. Transfert de compétences et de know-how. Et d'une façon plus générale, ne pas seulement regarder les PME du secteur des TIC, mais toutes les PME partenaires de ces PME. Il y a les artisans, mais il y a les experts. Tout récemment, le président de la République nous avait reçu le bureau du barreau et il demandait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour renforcer davantage la visibilité des avocats. J'étais intervenu pour lui dire ce n'est pas normal que l'on donne les marchés systématiquement aux cabinets internationaux. Et si on leur imposait la co-traitance, ils sont obligés de nous parler. Mais ils ne nous respectent pas. C'est eux qui nous disent, voilà, je suis allé voir votre ministre, j'ai vu votre président de la République, j'ai gagné un contrat, mais je sais que c'est vous qui pouvez réaliser ça, donc je vous fais un petit contrat, comme ça que ça se passe, un petit contrat, et puis vous nous aidez à le faire. Je dis, mais s'ils savaient qu'ils ne peuvent rien gagner sans les experts locaux, sans les artisans, sans les PME, on aurait vraiment évolué. La transparence. Quatrième solution, il faut qu'on ait des mécanismes d'évaluation des études préalables et des coûts des marchés. Aujourd'hui, c'est une certaine opacité. Quelqu'un qui vous dit 50 milliards son projet, mais qu'est-ce qui nous dit que ça coûte 50 milliards? Même les projets qu'on signe en disant ça fait 20 milliards, ou 7 milliards, ou 2 milliards, si on ne connaît pas les réalités du marché, on ne peut pas le faire. Il y a également dans la transparence à ajouter, ça c'est un déficit dans le cadre légal des PPP, c'est les dispositifs anti-blanchiment et anti-corruption et flux financiers illicites. Vous voyez, les États-Unis sont les seuls et la Grande-Bretagne à tirer toute la mesure de ces dispositifs. Ils ont adopté ce qu'on appelle des lois extraterritoriales. Tout contrat, tout marché qui a des problèmes de blanchiment ou de corruption, le juge américain est compétent pour lui appliquer la loi américaine, même si le contrat se passe ici entre le Sénégal et le Burkina. Dès qu'il y a un élément américain, et vous savez l'élément américain le plus visible pour vous dans le secteur des TIC, c'est quoi? C'est .com. Si vous signez ici un contrat entre deux sociétés sénégalaises, par exemple Khalima.com et puis Camara.com par exemple, si vous avez ces deux sociétés et il y a corruption, le juge américain est compétent parce que .com relève de la juridiction américaine. Dans notre pays, c'est vous dire que les lois extraterritoriales ne sont pas l'apanage des Américains, le Sénégal aurait pu le mettre. Et c'est ce qui vous donne le filtre. Au Sénégal, sous Wade, on l'a vu plusieurs fois, on accueillait à bras ouverts des blanchisseurs de capitaux. Parce qu'il n'y avait rien au plan local. Donc là également, l'offre spontanée ouvre une brèche. Parce que s'il n'y a pas de dispositif anti-blanchiment, pas de flux financiers illicites, pas de dispositif anticorruption, vous allez recevoir les blanchisseurs qui considèrent notre pays comme ce que l'on appelle dans notre jargon un paradis pénal. Parce que vous investissez et il n'y a aucun risque. Enfin, la politique publique, aujourd'hui, si on veut promouvoir les PME comme fer de lance de l'économie numérique, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Je crois que c'est un élément de la stratégie qui est élaborée par PMC sous la conduite de Tidiane Seck. Et si les PME doivent avoir leur place,
vous ne pouvez pas les promouvoir ici et les tuer de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut trouver une solution. Donc les mettre dans une politique de protection globale et responsable. Donc vous voyez, je ne sais pas qu'est-ce que vous déciderez au niveau de l'État. Mais je préfère qu'on soit dans une société de Ndiathiar, des gens qui savent ce qui se passe et qui n'acceptent pas qu'on les roule. Il faut que les experts des TIC aient les outils et qu'ils soient accompagnés par les journalistes. Vous savez, quand ils ne sont pas d'accord, ils ne démordent pas. Vous allez faire de beaux discours, ils vont vous sortir à chaque fois, mais au juste. Est-ce que vous ne pensez pas que votre loi est en train de tuer les PME? Ça va fâcher les ministres, ça va fâcher les directeurs, les responsables, les présidents, mais c'est ça aussi la voie du progrès. Je sais que j'ai été un peu long, mais je tenais à ce qu'on ait des éléments de discussion, parce que la discussion ne s'arrête pas au petit-déj. Elle doit se poursuivre au déjeuner et au dîner d'aujourd'hui et des jours à venir. Je vous remercie de votre attention.